Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'un livre, mais je vais vous parler d'un film. Ça m'arrive de temps en temps. J'aimerais bien parler plus de cinéma, et puis après, parfois, j'ai pas le courage de le faire. Et là, je suis allé voir un film hier, donc c'est tout frais. J'ai pris la journée pour réfléchir. Et donc, je me suis dit que j'avais envie d'en parler, parce que c'est un film dont on a quand même pas mal parlé dans les médias. Il a fait parler. Et c'est un film ou à la thématique qui peut me plaire, donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de débriefer. C'est un film avec... il y a des choses à dire sur la lecture qu'on en fait. C'est pas inintéressant d'en parler. Le film, c'est The Substance, donc de Coralie Farja. Je ne connaissais pas cette réalisatrice française. C'est un film qui a la particularité d'être franco-américain et anglais, donc une production internationale. Et ce film... c'est un film de fantastique, on peut le dire, de science-fiction, mais aussi d'horreur. Et en vérité, c'est un drame. Moi, je le prends comme un drame fantastique. C'est vrai que quand j'y suis allé, je ne savais pas, j'avais pas trop vu. J'ai lu à peine de commentaires, je voulais pas trop me gâcher le plaisir. J'avais même pas vu la bande-annonce d'ailleurs. Même pas vu l'affiche. Et j'ai vu quelques éléments qui en parlaient, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et j'en savais très très peu. Je pensais que c'était un film purement de science-fiction, avec avec du fantastique. Et en fait, c'est vrai que c'est aussi un peu un film d'horreur, mais c'est aussi un drame. Donc, c'est avec Demi Moore, avec Dennis Quaid, avec Margaret Qualley, qui est la fille d'Andy McDowell, pour information. Et je me suis dit, voilà, je pars voir ce film. Ça va me faire plaisir, j'ai pas d'a priori particulier. Un film de science-fiction, de fantastique, ça peut être bien. Surtout qu'il avait une bonne notation. Et les avis sont partagés. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres qui n'aiment pas. Donc c'est intéressant d'aller vers ce genre de film pour se faire un avis et trancher soi-même. Donc le propos du film, rapidement, pas le synopsis en entier, juste le propos principal. On a une vedette de télévision qui est incarnée par Demi Moore, qui s'appelle Elizabeth Sparkle, qui est une vedette, une grosse vedette, qui a eu son étoile à Hollywood Boulevard sur le Walk of Fame. C'est une présentatrice télé qui fait de la gymnastique à la télé. Elle a une aura importante. On comprend que c'était une personne vraiment, vraiment importante dans le showbiz, admirée, adulée. Dans le film, elle a la cinquantaine, on ne sait pas exactement, on imagine qu'elle a la cinquantaine ou 50 ans. En réalité, Demi Moore a 60 ou 62 ans. Et donc, elle est victime, globalement, du temps qui passe, du vieillissement. On est dans un milieu où l'image est évidemment importante. On est dans le milieu du cinéma, de la télévision, notamment aux États-Unis, mais pas que. Et donc, cette femme présentatrice se sent vieillir. Même si elle est encore jolie, elle se sent vieillir et elle le voit et elle va plus que le voir, elle va être confrontée à son licenciement. En fait, son producteur d'émission, qui est joué par Dennis Quaid, eh bien, il la vire parce que il en veut une plus jeune. Elle est trop vieille, donc vraiment il est odieux, il veut absolument quelqu'un de jeune. Et Elisabeth va la prendre, elle va être totalement déprimée. Il y a beaucoup de spoil dans cette vidéo, je suis obligé. Là, il n'y en a pas trop pour l'instant, mais je vous dis que le début. Elle va avoir un accident de voiture parce qu'elle est un peu dans un état second, un peu ailleurs. Et après cet accident de voiture, elle se retrouve aux urgences. Elle n'a rien de grave, elle n'a même rien de particulier. Mais toujours est-il que elle rencontre un jeune infirmier qui est là, très jeune, le visage assez lisse, l'archétype du jeune, et qui lui propose, plutôt il lui donne une clé USB sur laquelle il y a écrit The Substance, et de l'autre côté de la clé, il y a un numéro de téléphone. Et il lui dit qu'elle peut être une bonne candidate, et c'est tout, il s'en va. Demi Moore rentre chez elle, elle est quand même curieuse, elle regarde cette clé, il y a une vague présentation assez rapide, succincte, qui lui dit que si elle accepte ce protocole de soins, eh bien, elle va, globalement, c'est comme ça qu'elle le comprend, elle va rajeunir, qu'il y aura, après le début du protocole de soins, il y aura deux Elisabeth, mais en fait, qu'elles ne seront qu'une. Donc elle n'en sait vraiment pas grand-chose.
Ça, c'est le postulat de départ. Je reviendrai après dessus. On comprend que le film, la thématique, c'est qu'il veut... c'est un film de femme. Et il veut dénoncer l'abus de chirurgie esthétique. Il veut dénoncer la pression faite aux femmes dans ces milieux, notamment, mais certainement pas que, on peut étendre le sujet, sur le physique, sur la jeunesse. Il veut dénoncer le jeunisme en général, mais plus sur les femmes. Et éventuellement, le comportement des chirurgiens esthétiques, j'en parlerai tout à l'heure, par un élément scénaristique qui intervient à un moment donné. Donc ça, c'est le propos de départ, qui est honorable, hein, c'est plutôt intéressant comme concept. C'est vrai qu'on voit ces femmes, parfois, qui sont capables, actrices ou non, ou millionnaires, de totalement détruire leur visage. Il y a cet exemple de cette fameuse femme lion, là, il n'y a pas d'autre mot, c'est atroce, l'état du visage, mais il y en a plusieurs des comme ça. Et puis des actrices qui ne se rendent pas compte qu'elles déforment leurs traits. Hein. On se souvient ou pas de Meg Ryan, qui avait changé, jolie fille, qui avait changé ce visage en faisant de la chirurgie esthétique. Elle ne ressemblait plus à Meg Ryan. Donc voilà, il y a des exemples comme ça, on est prêt à aller jusqu'au bout de certains actes chirurgicaux sans en peser totalement les conséquences, et idem pour le chirurgien qui a pratiqué l'acte. Donc c'est ça qu'on veut dénoncer dans ce film. Alors je vous disais, on a 3 acteurs principaux, Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Ça tourne autour principalement d'eux, c'est presque un trio, on n'a pratiquement que dans le film d'intéressant, de notable. Un mot sur leur jeu, Demi Moore joue vraiment très bien, rien à dire. Elle joue son rôle parfaitement. Margaret Qualley, elle joue bien, mais elle est pas exceptionnelle. Hein. Moi, je trouve qu'on lui demande pas grand-chose. Hein. Je me pose toujours la question dans ce cas-là. C'est la fille d'Andy McDowell. Si c'était pas la fille d'Andy McDowell, est-ce qu'elle aurait fait du cinéma? J'ai quand même des doutes. On lui demande pas grand-chose d'extraordinaire, en tout cas pour l'immense majorité du film. Elle le fait bien. Et encore, on est à Hollywood, donc c'est du cinéma. Donc c'est il y a beaucoup de choses factices, ça a toujours été. Hein. Et là, en fait, je suis tombé dessus par hasard en faisant quelques recherches tout à l'heure, vagues recherches, mais je voulais avoir quelques informations. Et je me suis aperçu qu'en fait, l'actrice, en fait, on lui a ajouté des comment dit-on, des postiches, on peut dire ça. En fait, à un moment du film, elle est nue, deux ou 3 reprises, je ne sais plus, on la voit entièrement nue, et j'ai lu qu'on lui avait fabriqué des prothèses externes pour les seins. Donc en fait, les seins qu'on voit dans le film ne sont pas ceux de Margaret Qualley. Ce sont des postiches qui n'ont pas été faits par image de synthèse, mais qui apparemment ont été fabriqués par des faiseurs d'effets spéciaux français. Il y a beaucoup de Français qui ont travaillé sur ce film du fait de la réalisatrice française. Et donc, ils ont fait ça, c'est très bien fait d'ailleurs. Après, il y a sûrement des effets spéciaux de CGI qui sont passés par là et qui ont rajouté des effets visuels pour lisser. Je me suis demandé si, du coup, j'ai pas trouvé l'information. Si du coup elle n'a pas été retouchée ailleurs. Alors je sais, j'ai appris que cette fille, elle a fait beaucoup de sport, visiblement, parce qu'elle avait l'air beaucoup plus maigrelette que ce qu'elle n'est dans le film. Elle aurait fait beaucoup de sport pour gagner en masse musculaire. Est-ce qu'il n'y a que ça? Là, je me pose la question, je me suis posé la question. Peut-être qu'effectivement, il y a plein de retouches sur cette fille pendant le film. Toujours est-il que voilà, pour avoir un corps entre guillemets parfait, en tout cas qui répond à une certaine perfection qu'on attend aujourd'hui hein, en 2024, eh bien elle a été retouchée et ça n'est pas tout à fait elle qu'on voit à l'écran. Dennis Quaid joue bien. Le problème, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que je trouve qu'on lui en a fait trop faire. Je trouve que le personnage est caractérisé d'une manière too much, ça va trop loin. Moi, ça ne m'a pas convaincu. Je pense que c'est trop. On a voulu pousser le machisme, la misogynie beaucoup trop loin. Et je vois bien que c'est une caricature. Hein, je vois bien où on veut en venir. Mais je pense que ça va un petit peu trop loin. Alors on pourrait me répondre que le personnage d'Elisabeth joué par Demi Moore, il va aussi loin dans ce qu'il est capable de se faire. Pourquoi pas, c'est vrai. Mais quand même, ça ne m'a pas convaincu. Le jeu d'acteur de Dennis Quaid est bon, mais ce qu'on lui fait faire, pour moi, est too much. Le postulat de départ, alors là ça va être évidemment du dévoilement de l'intrigue, hein. Comme l'intérêt c'est de partager avec vous mon point de vue et éventuellement d'avoir des retours, pourquoi pas, je suis obligé d'aller sur ce que j'ai compris du film et ce que j'ai accepté et pas accepté.
Le postulat de départ, c'est est-ce qu'on accepte de se mettre en danger pour physiquement être plus jeune ou être parfait. Au tout début, Demi Moore donc, voit cette clé USB, elle n'accepte pas tout de suite, elle jette à la poubelle, et puis finalement, elle s'aperçoit effectivement qu'elle veut être plus jeune. Il y a quelques plans qui nous montrent qu'elle est un peu fatiguée, qu'elle a la peau un peu fatiguée, qu'elle n'a plus du tout le corps qu'elle pouvait avoir, supposément quand elle avait 25 ans, qu'elle était vedette de la télévision, et donc elle se dit que c'est une solution comme une autre. Sauf que on part du principe qu'elle a reçu cette clé d'une manière étrange. Elle appelle le numéro de téléphone. Il y a un mystère qui plane sur la manière dont elle va obtenir le protocole pour rajeunir, le protocole de soins, va-t-on dire. Et finalement, on lui donne rendez-vous dans des endroits un peu glauques. Il y a un peu de détritus partout. Enfin, on imagine ça dans un hangar malpropre. Elle va chercher dans un coffret personnalisé, elle a un numéro, elle va chercher le protocole de soins dans une boîte en carton. Elle rentre chez elle. Il y a un unboxing. Donc, on a l'ouverture du carton avec des seringues. Au passage, on en parlait quand on était allé voir le film. En fait, c'est un peu rapide. Hein. Je trouve que ça a été un peu vite fait, c'est un peu bâclé. Hein. Personnellement, je crois que j'aurais pas trop compris comment faire les injections et compagnie. Hein. Je crois pas qu'il y ait d'ellipse dans le film. On n'est pas censé avoir une ellipse qui nous dit bon bah le personnage a eu plus d'informations. Non, on a du temps réel. Je crois bien. Et en fait, c'est un peu confus. Bon, admettons. Donc le personnage de Demi Moore comprend comment il faut faire. Il y a des grosses seringues à s'injecter, un protocole à respecter, et elle apprend qu'en fait il y a une alternance de 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, elle sera la Elisabeth un peu vieillissante, et pendant 7 jours, elle sera normalement, ce qu'elle ne sait pas encore, la Elisabeth plus jeune. Et qu'il faut absolument respecter cette alternance. Donc pour l'alternance, elle ne sait pas exactement comment ça va se passer. Elle s'injecte le produit dans sa salle de bain, elle est entièrement nue. Et là, il se passe quelque chose d'assez effrayant. Quelques secondes après l'injection, elle tombe littéralement par terre. C'est du dévoilement total hein, du film. Hein. Elle tombe par terre, elle est immobile, et sa colonne vertébrale s'ouvre en deux. Donc son dos, tout le long de sa colonne vertébrale, s'ouvre. D'ailleurs, on voit même plus de colonne, on a l'impression qu'elle n'en a pas en réalité. Il s'ouvre, sa peau se dilate, et sort d'Elisabeth, son alter ego, une autre personne, littéralement, elle sort littéralement ex nihilo d'elle, et elle sort toute jeune. Donc, on a un personnage qui sort nu également, qui se voit dans le miroir, qui est une jolie fille, celle qui est retouchée tout à l'heure, hein, Margaret, l'actrice, et qui ne ressemble pas à Demi Moore. Moi, au début, j'avais imaginé qu'on irait vers Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire le même personnage qui vit deux vies, parce qu'il expérimente, alors Jekyll c'est par expérience, et là c'est pour la recherche de la jeunesse, j'avais imaginé ça. Et finalement non, on va pas du tout là-dedans. On a bien deux corps distincts qui sont censés, plus ou moins, je vais y revenir longuement dans la vidéo, partager le même esprit. On ne sait pas trop. Toujours est-il qu'on a cette fille, beaucoup plus jeune, un corps presque parfait, en tout cas dans les codes d'aujourd'hui, et donc cette fille apparaît ex nihilo de sa matrice, qui est Demi Moore, Elisabeth, par terre, immobile, inconsciente, qu'il va falloir perfuser pour la nourrir pendant 7 jours. Donc elle a 7 jours de vie, la nouvelle personnalité, après elle doit alterner, redonner la vie à Elisabeth, etc. etc. C'est comme ça que ça commence. On part du principe, au départ, que Sue, le nouveau personnage, elle va s'auto-nommer, elle s'appelle Sue, elle va se trouver le nom de Sue, eh bien, elle est déjà créée. C'est-à-dire qu'elle a un esprit, elle sait parler évidemment, elle n'est pas du tout étonnée de la vie qui l'entoure, elle ne découvre rien. Elle a même, on va même plus loin, en fait elle a les mêmes aspirations qu'Elisabeth. Donc ça nous met sur la piste du partage d'un esprit en deux, comme Jekyll et Hyde en fait. Elisabeth est donc par terre, totalement immobile, Sue est dans son appartement, et elle va immédiatement se diriger, le personnage de Sue, vers une petite annonce, une affichette qu'avait récupérée Elisabeth, qui est une affichette qui appelle à candidature
pour remplacer Elisabeth dans son émission de télévision, parce que le producteur veut une jeune femme. Et donc, cette Sue, elle a comme leitmotiv immédiat de devenir la nouvelle Elisabeth, mais plus jeune, plus moderne. Et elle a toutes les capacités. Elle est capable de faire le grand écart, elle danse parfaitement, elle maîtrise la gymnastique, tout va très bien, elle maîtrise tout. Donc on se dit, bon bah voilà, oui on comprend. En fait, Elisabeth est dans la tête de Sue, et elle va le vivre à travers un autre corps, une nouvelle vie, plus jeune, et elle va prendre sa revanche sur les gens qui l'ont virée parce qu'elle est trop vieille, et elle va avoir au moins la possibilité pendant 7 jours de vivre ça. Donc ça, c'est le point de départ qu'on nous vend. Alors évidemment, il y a des influences dans le film, j'en parle tout de suite parce que après je vais aller sur les choses qui m'ont fait un peu tiquer. Les influences, je le disais, on a évidemment le Dr Jekyll et Mr Hyde. Tout le monde connaît l'histoire, Jekyll expérimente sur lui un produit, il crée un autre personnage, mais c'est lui-même, physiquement parlant, qui est désinhibé, brutal, la caricature du mal, presque du singe, et on a cette influence-là. On a évidemment une influence, on le verra après, de la mouche, énorme. Dans le film. Énorme influence de la mouche. On a du Elephant Man, on a du Frankenstein pour simplement le créateur qui est dépassé complètement par sa créature. Là, ça va être le cas. Le créateur, Elizabeth Sparkle, est totalement dépassé par Sue. Elle ne la maîtrise plus, en fait. Et donc, voilà les grandes influences du film. On a aussi des influences stylistiques. Le film est plutôt bien réalisé, hein, j'ai trouvé. L'ambiance sonore particulièrement. Moi j'ai bien aimé l'ambiance sonore, c'était réussi. Mais il y a des influences visuelles. On sent du Shining, on sent du Lost Highway. Il y a d'autres films certainement. J'ai pas tout repéré, mais il y a des éléments, il y a des plans qui sont presque des copier-coller de certains films. Mais bon, j'ai lu quelqu'un qui s'en plaignait et qui disait oui, que c'était trop flagrant. Mais bon, c'est aussi l'histoire du cinéma. Hein. On reprend le cinéma, effet de cinéma. Le cinéma se nourrit de cinéma. Donc, globalement, c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop loin dans la copie, mais c'est comme ça. Il y a souvent des plans qui se succèdent. On a ça chez tout le monde. Un très bon ami à moi m'avait montré d'un plan d'Hitchcock, un plan qui a inspiré Hitchcock, la fameuse scène de la baignoire dans Psychose, qui a été piquée dans un film muet, si ma mémoire est bonne, des années 20. C'est quasiment le même plan. Donc évidemment tout le monde fait ça. Si on prend l'exemple de Matrix, Matrix avait piqué énormément de plans à Dark City. Alors Dark City n'est pas un immense film, c'est discutable. Moi j'avais bien aimé, mais beaucoup de gens n'aiment pas. Et dans Matrix, il y a plein de plans qui sont des copier-coller de Matrix. Donc c'est aussi l'histoire du cinéma. Donc ça ne me choque pas particulièrement qu'il y ait des plans qui ressemblent à Lost Highway ou à Shining. La réalisatrice fait des clins d'œil peut-être, ou en tout cas est inspirée fortement. Bon voilà, c'est pas quelque chose qui m'a gêné, c'est pas le propos que j'ai gardé en tête après le film. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'a essayé de nous dire la réalisatrice et les scénaristes. On essaye de nous dire qu'Elisabeth et Sue sont globalement les deux faces d'une même pièce, et qu'elles vont partager leur vie avec deux corps différents, mais peut-être également partager un morceau de leur esprit, ou en tout cas leur esprit entièrement. On peut imaginer ça, pourquoi ? Parce que rapidement, très rapidement, Elisabeth va s'apercevoir qu'elle ne contrôle pas Sue, et que Sue fait un peu n'importe quoi. Et donc du coup, ça nous met tout de suite le doute sur la possibilité qu'elle partage le même esprit. On se dit, si elles partagent le même esprit, comme dans Jekyll et Hyde, il y en a un qui a pris le dessus, et finalement, il ne contrôle plus sa création. Mais le problème, c'est qu'il faudrait plutôt que la matrice, donc à savoir Elisabeth, trouve un intérêt réel à subir les horreurs qu'elle va subir dans le film. Or, globalement, au premier degré, on ne voit pas beaucoup d'intérêt. Je vous donne quelques exemples qui dévoilent complètement le film. La vie d'un décor n'a que 7 jours. Après 7 jours, il faut accepter le principe,
le corps doit se brancher à la matrice, ou inversement, la matrice doit se brancher au nouveau corps, pour échanger de position. Quand Sue apparaît en sortant du dos littéralement d'Elisabeth, elle a 7 jours devant elle. Après les 7 premiers jours, elle se rebranche par le biais d'une transfusion à Elisabeth, sa matrice, ce qui la déconnecte, et Elisabeth se réveille. Et donc elle constate effectivement qu'il y a ce jeune corps à côté d'elle qui... On peut comprendre qu'il la fascine un peu, la fille est jolie, elle a une esthétique presque parfaite aux yeux d'Elisabeth en tout cas, et donc voilà, elle se réveille et elle doit elle-même faire la même chose 7 jours après. Après 7 jours, elle doit absolument rebrancher Sue si elle veut que Sue continue à vivre. Parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. En fait, on comprend après qu'elle pourrait arrêter le protocole en cours de route. Et donc, rapidement, ça déconne. Au bout de la deuxième ou de la troisième semaine d'échange, Sue va vouloir profiter d'une journée de plus pour faire l'amour avec un gars. Et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est ça. Et donc, elle va s'apercevoir qu'elle se dégrade parce qu'elle saigne du nez. Et saigne du nez, c'est un signe qu'elle est en train de se dégrader, qu'il faut absolument redonner vie à l'autre corps. Donc, elle a une solution, c'est qu'elle va ponctionner, elle fait une ponction lombaire en fait, à sa matrice, un liquide qu'elle va s'injecter elle-même pour pouvoir gagner une journée. Donc, elle le fait, elle gagne une journée. Après, elle se rebranche. Et Elisabeth se réveille, et quand Elisabeth se réveille, en fait, là, le début de l'horreur commence. C'est-à-dire qu'elle se réveille avec un doigt entièrement mutilé. Je crois que il me semble que c'est l'index droit, je crois bien, et son index est complètement desséché, rabougri, un peu atrophié, gris, un peu gris, et elle se rend compte que ça va pas du tout. Et donc là, elle voit qu'il y a un problème. Et elle se rend compte que Sue a abusé, parce qu'elle trouve une capsule supplémentaire, des capsules qui sont numérotées, pour les 7 jours, et elle s'aperçoit que Sue a débordé d'une journée. Et donc, elle voit le mal que ça lui a fait. Elle appelle le distributeur, on va dire, de The Substance, elle lui raconte, et le propriétaire, en tout cas la personne qu'elle a au téléphone, une voix hors champ, lui dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut respecter les 7 jours, que tout ce qui est perdu ne sera plus récupéré, donc à savoir son doigt ne peut plus être récupéré, et qu'il faut continuer. Il lui demande si elle veut arrêter, et elle dit non. Il lui dit bien qu'elle peut arrêter, il lui dit bien que tout ce qui est perdu est perdu. Et là, on a cette voix un peu monocorde qui se moque totalement, on va dire, de son patient, et de sa patiente en l'occurrence. Et là, on a effectivement cette critique de la chirurgie esthétique, des chirurgiens esthétiques qui sont désinvoltes et qui finalement se moquent de savoir quelles conséquences on peut avoir, d'où des déformations de visage. On pense à Madonna, ce qu'elle a pu faire dernièrement. Je parlais de Meg Ryan tout à l'heure. On peut parler de femmes totalement inconnues qui parfois massacrent leur visage, ou en tout cas le transforment vraiment littéralement au point de ne plus se ressembler. Et donc, on voit bien la critique là qui va directement vers les chirurgiens esthétiques. C'est plutôt bien senti. Donc là, on a la naissance d'un petit problème. C'est que Elisabeth, elle commence à être mutilée. Elle sait déjà pertinemment qu'elle ne peut pas maîtriser Sue. Un peu comme Jekyll et Hyde en fait. Jekyll n'arrive pas à contrôler Hyde. Sauf que Jekyll et Hyde font partie d'une même personne. C'est un même corps. Là, Elisabeth, elle a la possibilité d'arrêter ce protocole, parce que c'est un autre corps. Ça n'est pas le sien. Alors, je vais encore au plus loin dans le spoil. Le film continue. Sue abuse littéralement de la vie. On nous dit dans le film qu'elle finit par se nourrir de sa matrice, en lui substituant plusieurs seringues pour se faire des jours d'avance, pour pouvoir dépasser les 7 jours fatidiques. Et elle fait des fêtes pas possibles chez elle, qui en fait est l'appartement d'Elisabeth, qu'elle s'est accaparé. Et puis quand Elisabeth se réveille enfin, parce que Sue accepte de lui
redonner vie. Elle n'a pas trop le choix, d'ailleurs, elle ne peut pas la ponctionner sans cesse. Et bien finalement, cette fois-ci, Elisabeth est dans un état incroyable. C'est-à-dire qu'elle a une jambe qui est complètement atrophiée, rabougrie, tordue, grisâtre, idem avec une main entière ou un bras peut-être, idem avec une partie du visage, elle a aussi les cheveux blancs, et là on voit bien que c'est la catastrophe. Donc elle appelle à nouveau les propriétaires ou les vendeurs de The Substance. Et d'ailleurs, il n'est pas question d'argent dans ce film. On ne sait pas si elle a payé le protocole. Ça ne nous est pas raconté. Et donc là, elle est dans un état pitoyable et on se dit, oui, il faut qu'elle arrête. Et non, elle n'arrête pas. Elle dit effectivement, non, je ne veux pas arrêter le protocole. Et là, on peut se poser la question. On se dit, quel est l'intérêt réel d'Elisabeth? On comprend, par plein de séquences, qu'Elisabeth n'est pas connectée véritablement, consciemment, à Sue. Sue met un bordel monstrueux dans son appartement. Le lendemain, Elisabeth voit ça, elle est totalement effarée, elle ne comprend pas, elle ne supporte plus Sue, d'ailleurs. Donc on voit bien que même s'il y a peut-être un brin de son esprit dans Sue, en tout cas il n'est pas conscient. Elle ne profite pas, elle ne jouit pas du plaisir que se procure Sue dans la vie, par sa jeunesse, par ses extravagances, par ses folies. Elle n'en profite pas. Et donc, du coup, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que, Elisabeth, tu continues, ou tu vas continuer à te mutiler ainsi, si c'est pour ne pas en profiter véritablement? Et là, il y a un petit problème dans le film, qui commence à apparaître. Alors, j'essaye de trouver des excuses, ou des raisons. Il peut y avoir une explication. On peut imaginer qu'Elisabeth, qui est caractérisée comme une femme qui arrive à un certain niveau de sa vie où elle se sent trop vieillir, ça commence à avoir des conséquences dans sa vie professionnelle, elle n'a vécu globalement toute sa vie que par le physique, elle arrive à un point de détestation d'elle-même. Donc elle se déteste, elle déteste sa vieillesse, elle déteste ce qu'elle devient, et elle le déteste tellement qu'elle préfère vivre par procuration une vie qui n'est plus la sienne. Le problème, c'est que même par procuration, le mot est un peu trop fort, parce que je reviens sur ce que je disais il y a 30 secondes. Il ne nous est pas montré qu'elle jouit des plaisirs de Sue. Ça n'est pas montré du tout comme ça. Donc c'est un peu un problème. Que ce que Elisabeth peut retirer, à part le fait de se sacrifier elle-même, parce qu'elle considère aussi, finalement, elle-même, que la jeunesse est l'ultime trésor. Ce qui n'est pas une réflexion qui est dénuée de sens, hein, loin de là. Hein. Donc elle est tellement allée loin dans son processus de détestation d'elle-même qu'elle préfère que ce soit une jeune femme qui a un vague bout d'elle-même qui vive à sa place sa vie, une fille presque parfaite, qui réussit, qui recommence le cycle, pourrait-on dire, qu'elle a vécu elle quand elle était jeune. Bon, c'est comme ça qu'il faut l'accepter, hein, parce que si on n'accepte pas ça, en fait, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Elisabeth n'arrête pas ce protocole à ce moment-là. Bon, je vous fais des ellipses, évidemment. Sue va abuser de plus en plus d'Elisabeth. Sa carrière est lancée, ça devient une star incroyable de la télévision. Le producteur, Dennis Quaid, veut lui proposer une grande émission, un show télévisé du Nouvel An, où elle va être la vedette sur scène. Et donc, évidemment, elle est dans l'euphorie totale. Dans la fougue de sa jeunesse, j'y ai pensé, moi, en voyant le film. Ça n'a pas du tout été présenté à un seul moment dans le film, mais bon, j'y ai pensé. Sue ne regarde pas du tout le calendrier. Elle sait qu'elle doit faire le show du Nouvel An, mais elle ne regarde pas si ça va pouvoir coïncider avec les 7 jours ou si elle va pouvoir dépasser. Bon, elle trouve une solution. Elle ne veut plus du tout. Que le corps d'Elisabeth se relève. Et d'ailleurs, il y a un lien aussi. Là, elle voit Elisabeth qui est déjà diminuée. Elle a une jambe dans un drôle d'état, la moitié du bras, du visage. Et on peut imaginer là aussi une sorte de volonté de la jeunesse de se débarrasser de la vieillesse. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui ponctionner énormément de capsules, des réserves, entre guillemets. Elle se crée un stock de réserves pour pouvoir s'injecter elle-même des journées supplémentaires pour tenir jusqu'au jour de l'an, en réalité, et pouvoir enregistrer son show. À un moment donné, je vous fais des ellipses, hein, Elisabeth se réveille, et elle est complètement
complètement mutilée de partout. Elle est difforme, elle a une colonne vertébrale atrophiée qui ressort, des bosses dans le dos, elle est toute courbée, enfin vraiment, elle est atroce en fait, en réalité. On a un peu la transformation de la mouche, en réalité. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Et à ce moment-là, elle va chercher à nouveau à récupérer. Ah non, c'était avant. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. En fait, je voulais simplement vous donner un point que j'ai oublié, qui est important à mes yeux, c'est que juste avant cette transformation-là, elle retourne chercher des capsules et des seringues qu'elle doit s'injecter toutes les semaines. Donc à chaque fois, elle doit aller dans un petit local fermé, dans un garage un peu obscur, et elle récupère son carton avec son matériel à s'injecter. Et à ce moment-là, elle croise dans un café un vieux monsieur qui la dévisage, et elle comprend, elle a un flash, elle le repère à une tache sur la main, et ce monsieur, qui est très vieux et usé, plus qu'usé, bien plus qu'elle, c'est le jeune infirmier qui lui a donné la clé USB au départ du film. Donc c'est lui l'initiateur de la mésaventure qu'elle vit. Et ce vieux monsieur lui dit deux choses intéressantes. Il lui dit d'abord que c'est très difficile d'attendre 7 jours. Donc il lui dit, ah oui, hein, vous allez voir, vous aussi c'est difficile d'attendre 7 jours. Que ce qu'on comprend? On comprend que la réalisatrice essaye de nous faire croire que les personnes âgées vivent par procuration bel et bien la vie de leur alter ego jeune, puisqu'ils se languissent d'attendre 7 jours pour pouvoir vivre cela. Sauf qu'effectivement, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il n'y a rien qui nous montre qu'Elisabeth jouit des plaisirs qui sont vécus par Sue. Donc on ne nous le dit pas. Donc là, il y a un petit truc qui ne va pas. Il y a une piqûre de rappel de réalisateur qui essaye de nous faire croire. Si, vous allez voir, écoutez bien ce que nous dit le vieux monsieur. Mais on n'y croit pas, ça ne marche pas. Et l'autre chose qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, il craint que son alter ego se nourrisse de lui. Et il prévient Elisabeth, il dit, vous allez voir, il va se nourrir de vous. Et il lui dit en criant, on voit bien qu'il est affolé de lui dire. Sur ce, Elisabeth s'en va. Et cette histoire-là, c'est pareil, je me suis posé la question tout à l'heure, avant de faire la vidéo, ça m'est apparu comme une possible analyse. La version jeune de ce vieux monsieur, qui donne la substance au début à Elisabeth, donc c'est un jeune infirmier extrêmement lissé, l'archétype de la jeunesse. On peut imaginer que c'est une métaphore de la jeunesse qui veut se débarrasser de la vieillesse. Pourquoi choisit-il Demi Moore, donc Elisabeth, ancienne star? On peut imaginer peut-être qu'il la connaît, mais il voit surtout une vieille femme en pleurs, et il se dit, voilà, en fait cette vieille femme en pleurs, il faut l'éliminer. Moi, alter ego jeune de ce vieux monsieur, on ne sait pas son nom d'ailleurs, peu à peu, je me nourris de ma matrice vieille et je prends le pas sur lui. Et il faut éliminer de toute façon la vieillesse pour la jeunesse. Donc c'est peut-être une métaphore du jeunisme. On peut le voir comme ça, c'est comme ça que je l'ai analysé. J'imagine que c'est ça. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais fait une petite erreur de timing. Donc après plusieurs mésaventures, je vous passe, je vous fais quelques ellipses. Il y a une nouvelle transformation et Sue a encore abusé. Et finalement, Elisabeth se réveille. Elle est dans un état pitoyable, complètement déformé, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, elle se dit que c'est allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin, il faut qu'elle cesse l'aventure, la mésaventure, le drame en réalité. Et donc, là je retombe sur l'analyse que je faisais tout à l'heure. On se demande finalement pourquoi elle est allée jusqu'au bout. Si ce n'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une espèce d'addiction en fait, de vouloir à la fois voir quelqu'un vivre une vie plus jeune par procuration et puis une détestation de soi-même. Mais là, elle est allée beaucoup trop loin. C'est-à-dire que elle ne nous est pas présentée comme une femme totalement stupide ou débile ou qui n'aurait pas de capacité de réflexion. On ne nous dit pas non plus que c'est une femme très intelligente. Hein. Elle n'est pas caractérisée sur un plan d'intelligence ou de subtilité. Mais toujours est-il que quand elle voit son bras se déformer, sa jambe se déformer, on se dit qu'il faut absolument arrêter. Le bon sens nous ferait nous arrêter. Maintenant,
si on accepte la métaphore sur la chirurgie esthétique poussée beaucoup trop loin, comme le font certaines femmes, oui, on peut accepter, ces mutilations. Pourquoi pas? Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de tiquer sur le fait que Elisabeth n'en profite pas pleinement et que ça, c'est vraiment dommage. Donc toujours est-il que là, c'est du dévoilement à 100%. Elisabeth veut arrêter, elle appelle, on lui livre la seringue pour arrêter l'expérience, elle va la chercher, elle commence à injecter à Sue la seringue qui est censée mettre fin à l'expérience, et donc certainement à détruire le corps, on imagine, de Sue, et elle commence à lui injecter, et finalement elle s'arrête avant la fin, parce que, encore une fois, elle regrette. Elle regrette, sans doute qu'elle est tiraillée, elle se dit non, je ne peux pas tuer la jeunesse, en réalité. Sans doute qu'elle se dit que la jeunesse est l'ultime... que Sue est l'ultime moyen de vivre encore un peu de jeunesse et qu'elle ne peut pas l'achever totalement. Et là, elle arrête le protocole et elle la réveille en lui injectant autre chose, je crois bien, si ma mémoire est bonne. Et elle la réveille, et là on est confronté pour la première fois du film aux deux entités réveillées, l'une en face de l'autre. Donc Elisabeth entièrement déformée, monstrueuse, déformée par les abus de Sue qui se nourrit d'elle. Sue qui, elle, est toujours aussi parfaite et qui s'aperçoit, en fait, par les seringues qu'elle constate à terre, que Elisabeth a voulu mettre fin à sa vie, en fait. Donc là, elle part dans une crise de folie, elle veut absolument tuer Elisabeth. Pour le coup, il y a un petit problème de mise en scène, moi, que j'ai vu. Il faut bien relever des détails, parce que quand on a des prétentions aussi importantes, tout a du sens. Et je crois bien qu'Elisabeth, là, qui est complètement déformée, qu'on nous a montré ayant du mal à marcher avec une simple jambe abîmée, là, elle a le corps entièrement mutilé et déformé, elle se met à courir, à galoper comme une gazelle dans son appartement, poursuivie par Sue qui est en furie, et donc là, pour moi, ça manque de cohérence. Ça ne va pas. Je crois bien qu'il y a même quelques plans où on voit les jambes d'Elisabeth qui devraient être déformées et qui sont en fait les jambes de Demi Moore conformes à ce qu'elles sont, il me semble bien. Donc là, il y a des petits problèmes à mon avis. Donc toujours est-il qu'il y a une bagarre qui se déclenche, que Sue a le dessus, qu'elle s'en prend plus que violemment, elle massacre Elisabeth, elle la laisse presque pour morte, et elle s'arrête avant de la tuer pour une seule et unique raison, c'est qu'elle commence elle-même à se sentir mal, parce que si elle la tue, en fait elle se tue. Sue, dans la fougue de sa jeunesse, dans son envie de profiter du monde d'une manière insouciante, elle a oublié qu'on lui avait dit pour le protocole en réalité qu'elle ne faisait qu'une. Ceci dit, on pourrait considérer que Sue n'est pas totalement Elisabeth, c'est Elisabeth qui a vu ce protocole la première et qui sait qu'elles ne vont former qu'une. Peut-être Sue, c'est moins évident pour elle. Toujours est-il qu'elle l'a oublié, et là elle sait qu'elle ne peut pas la tuer. Si elle la tue, elle se tue. Je vais aller sur la fin du film, parce que je suis obligé de le raconter pour donner mon avis général sur peut-être les quelques incohérences que je perçois. En fait, Sue va quand même laisser vaguement en vie chez elle, en sang, ce qui reste d'Elisabeth. Elle va à la soirée pour enregistrer son émission, et là, comme Elisabeth est en train de mourir chez elle, elle-même commence à se dégrader. Donc elle commence à avoir des problèmes d'oreille, elle n'entend pas bien. On a ça dans La Mouche également. Il commence à entendre des bourdonnements d'oreilles, des choses comme ça. À un moment donné, dans La Mouche, il entend aussi mieux, il entend des insectes. Là, elle a des perturbations. Ensuite, elle est prête à aller sur scène, et puis finalement, elle s'aperçoit qu'elle ne va pas bien, elle saigne et perd ses dents, en fait. Et donc, elle s'enferme dans une salle de bain, et là, on a une scène digne de La Mouche. Et alors là, à ce moment-là, le film bascule dans le gore. Vraiment. Pour moi, avant, il ne l'était pas. Avant, on est dans le fantastique et le monstrueux. Et là, on arrive véritablement dans du gore à 100%. Et elle se fait sortir les dents de ses gencives, elle se prend une oreille qui tombe, et ça, on a ça exactement dans La Mouche, on a la même chose. Le scientifique perd ses dents, il perd aussi une de ses oreilles, j'en suis quasiment certain, et donc on a le même genre de scène, et Sue, finalement étant elle-même accro à la notoriété, et n'ayant aucune autre solution, elle se dit il faut absolument trouver l'ultime recours, et son ultime recours, c'est d'imaginer s'injecter un reliquat
de The Substance qui lui restait de la première injection, celle qu'avait effectuée Elisabeth sur elle-même. Sauf que, on le voit à plusieurs reprises, je crois même qu'on le revoit à ce moment-là, furtivement, il ne faut pas réutiliser ce produit, sous aucun prétexte. Il a usage unique. Donc, elle s'injecte ce produit, elle imagine qu'elle n'a aucune autre solution. On peut imaginer que soit elle pense que ça va la régénérer elle-même, en fait, elle ne sait pas forcément ce que ça va lui faire, ou alors que peut-être elle a anticipé qu'elle va avoir une amélioration d'elle-même comme Elisabeth en a eu une, et c'est ce qui arrive. Donc, elle tombe par terre, elle est aussi inconsciente, et une autre personne sort dessous. Et là, on tombe dans l'horreur absolue, dans le gore. On a une créature qui est un mélange de la mouche, de la créature de The Thing, de John Carpenter. On peut imaginer des créatures qui ressemblent à Dead Space, le jeu vidéo, un petit peu d'Elephant Man, et tout ça est monstrueux et sort dessous. Et on comprend très rapidement qu'en fait l'esprit qui habite cette créature monstrueuse, c'est l'esprit d'Elizabeth Sparkle. Donc il y a un peu d'Elisabeth qui est revenue, et là on nous dit, bah oui, alors finalement, oui, c'est ce qu'on veut nous dire en tout cas. On veut nous dire que dans Sue, il y avait quand même de l'Elisabeth, puisqu'Elisabeth ressort au final monstrueuse, mais avec encore un peu de son esprit. Et là on tombe dans le grotesque, dans le grand guignol, dans le gore. La créature monstrueuse se colle une photographie du visage jeune d'Elisabeth, une photo en papier, elle se le colle à la glu sur le visage pour cacher cette monstruosité. Elle essaye la robe qu'elle déchire, enfin elle met une robe de bal qui était la robe de soirée qui était prévue pour l'enregistrement, elle la met sur elle-même et elle pense qu'elle va pouvoir retourner au studio. Alors là, on est partagé. On peut imaginer que ce personnage est un mélange des deux, qu'il est un personnage totalement habité par la folie, qui n'est plus capable de discernement. Et d'ailleurs, le protocole nous dit bien qu'il ne faut absolument pas injecter une nouvelle dose, réutiliser la dose initiale. Donc on peut imaginer que ça fait un bug dans le système et tout ça crée un monstre qui n'est plus capable de bon sens. Par contre, ce monstre a encore de l'Elisabeth puisqu'il résonne. Il résonne à tel point qu'il va se rendre au studio, aussi monstrueux qu'il est en ayant beaucoup de mal à marcher, une masse de chair dégoulinante. Il a des fantasmes. Donc ce monstre s'imagine acclamé par du public qui adulerait Elisabeth enfin de retour dans les studios. Donc Elisabeth pense encore à tout ça. Elle pense encore que la gloire est là. Et puis finalement, elle va sur scène. Et là, quand l'éclairage arrive, les projecteurs sur elle, la scène se fige. Les gradins, les spectateurs sont frappés de stupeur jusqu'à l'affolement à un moment donné, déclenché par des cris. Et puis le monstre prétend qu'elle est Elisabeth, qu'il ne faut pas avoir peur, un peu comme dans Elephant Man, quand John Merrick, Elephant Man, dit qu'il ne faut pas avoir peur de lui, qu'il est un être humain, c'est un peu la même chose. Et I am a human being, je crois que c'est la phrase si connue. Et là, on a un peu la même chose avec Elisabeth qui dit bien qu'elle est Elisabeth, qu'il ne faut pas avoir peur. Et sauf que là, on part dans une scène gore, on en parlait après le film, qui peut vraiment déplaire. Le personnage se met à perdre du sang en quantité incroyable, des dizaines de litres, au point d'arroser une salle de centaines et centaines de spectateurs. C'est pour ça que je pensais à Carrie. Dans Carrie, il y a cette fameuse scène avec le sang à la fin, sur scène. Donc on a à peu près la même chose. Et là on parle de scènes de grand guignolesque. C'est grotesque, c'est du gore gratuit. C'est-à-dire que le sang se répand partout. On croirait que un des bras s'est transformé en pompe, en lance à incendie, pardon, qui jetterait du sang. Donc il y en a vraiment partout. La créature est frappée par quelqu'un, elle se régénère immédiatement, et puis finalement elle sort de scène. Et à ce moment-là, Elisabeth, qui est chez elle en train de mourir, meurt pour de bon. Elle meurt véritablement, elle est morte, elle a perdu tout son sang. Et cette créature, cette troisième version, Monster Sue, je crois qu'on nous l'affiche à l'écran, meurt également. Elle sort sur le trottoir, elle se disloque entièrement, elle part en liquide, elle meurt, sauf un morceau. Parce que dans le dos de cette créature monstrueuse qui était sur scène, il y a un visage hurlant et figé, comme on a dans The Thing, en fait, d'Elisabeth.
Donc ce visage d'Elisabeth est derrière, derrière le cou, et ce visage se détache du reste du monstre, un peu comme dans The Blob. Encore une possible influence. The Blob, le vieux film des années 50 et le remake des années 80, avec cette créature qui se déplace en rampant. Donc on a la même. On a une vague masse gélatineuse, sanguinolente, qui se déplace en rampant, avec le visage d'Elisabeth tourné vers le ciel. Et là, il faut accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que cette pauvre créature rampe sur le trottoir, se déplace jusqu'à Hollywood Boulevard, sur le Walk of Fame, pour retrouver l'étoile d'Elizabeth Sparkle. Alors évidemment, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est totalement métaphorique. Ou on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Cette créature se déplace, elle n'a aucun moyen de savoir, de pouvoir se déplacer, en fait, en réalité. Et la créature s'arrête sur l'étoile. On a le visage d'Elizabeth. Et on comprend à ce moment-là qu'Elizabeth est toujours dans ses fantasmes de gloire. Elle imagine une pluie dorée de paillettes qui tombe des étoiles et qui lui tombe sur le visage. Elle avait une boule à neige où il y avait des étoiles comme ça qui tournaient. Donc elle imagine ça. Elle a imaginé avant les applaudissements de la foule. Et en fait, on comprend qu'Elisabeth n'a rien compris à l'expérience et que la seule chose qui la motive, même encore quelques secondes avant la disparition, l'annihilation totale de son être, de ce qui reste d'elle, elle fantasme encore la gloire, la beauté et la réussite par la beauté et le physique. Et donc en fait c'est la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'évidemment jusqu'au bout du bout, il n'y a rien à tirer, même d'Elisabeth qui a vécu le pire. J'en ai fini avec l'histoire du film. Maintenant, est-ce que ça en fait un bon film ou un mauvais film? Tout ça. Le problème, c'est que moi, j'aurais tendance à dire que le film a visé trop haut. Que la réalisatrice, je ne sais pas si c'est la réalisatrice ou les scénaristes, c'est un mélange des deux, je n'ai pas cherché. Je ne sais pas si la réalisatrice est beaucoup investie dans le scénario. Il ne faut pas croire que tous les réalisateurs ne sont pas toujours investis dans les scénarios. Mais pourquoi pas, peut-être. Mais que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, j'ai l'impression qu'on a affaire à un film qui n'est pas entièrement maîtrisé, qui était beaucoup trop ambitieux pour la manière dont il était capable de le rencontrer. Moi, les problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure, d'incohérence, d'esprit, d'Elisabeth qui ne trouve pas vraiment d'intérêt à devenir monstrueuse pour laisser un alter ego d'elle-même vivre sa vie alors que ce n'est pas elle, puisqu'il ne nous est pas dit clairement qu'elle vit entièrement les souvenirs de Sue, on a un peu de mal à l'accepter. Maintenant, si on passe sur ces détails-là, oui, on pourrait dire, ah oui, c'est un grand film, c'est réussi. Sauf que, effectivement, moi, ça me fait quand même tiquer, je ne peux pas m'en empêcher d'y penser, et que j'accepte difficilement aussi l'explosion de gore de la fin. Si j'avais eu à réaliser le film, je ne serais pas allé dans autant de gore que ça. Je pense qu'on pouvait faire une fin tout aussi effroyable, comme dans La Mouche par exemple, sans avoir une effusion de sang à ce point-là. Ça n'a pas beaucoup de sens. À part le fait d'exacerber l'horreur et de nous montrer un bain de sang gigantesque. Bon. Vous ferez un avis pour ceux qui iront le voir. Ceux qui l'ont vu, si des gens veulent en discuter, c'est avec plaisir. J'ai quand même du mal, je vous le dis honnêtement, avec cette histoire de petites incohérences que j'ai pu relever tout au long de la vidéo. S'il n'y avait pas eu toutes ces incohérences, si on nous avait montré une Elisabeth qui jouissait pleinement des plaisirs ressentis par Sue, j'aurais beaucoup plus accepté le concept. Le problème, c'est que là, on a l'impression que la réalisatrice a joué sur les deux tableaux et qu'elle n'a pas voulu trancher. Or c'est dommage. Moi, j'accepte un film avec une fin métaphysique comme 2001, l'Odyssée de l'espace, déjà parce que c'est un chef-d'œuvre et parce que on ne nous prend pas en otage sur de l'incohérence. La fin de 2001 n'est pas incohérente, elle est étrange, elle est métaphysique. Le film de Coralie Farja, il y a trop d'incohérences dedans. Et je ne pense pas que ce soit des incohérences maîtrisées. J'ai l'impression que ça n'est pas très bien écrit, qu'il y a des problèmes sur le sujet. Bon, voilà. Écoutez, faites-vous une idée, c'est un concept quand même qui
qui est intéressant. En tout cas, c'est un film qui fait parler, la preuve. J'ai fait une vidéo, ça mérite d'en discuter. Ça mérite d'être vu, ne serait-ce que pour prendre une position, pour trancher. Le postulat de départ est intéressant. Effectivement, la pression du jeunisme, globalement. Avec tous les défauts que ça peut avoir. Hein. C'est un film militant, évidemment. Maintenant, il a une raison d'être. C'est pas du tout inintéressant comme postulat de départ, comme réflexion. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour cette vidéo de cinéma. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera sans doute littéraire.